L'ingénierie génétique a révolutionné notre compréhension de la vie, équilibrant des progrès incroyables avec des défis éthiques. La génétique humaine en particulier révèle à la fois des histoires fascinantes et tragiques, des fugates à la peau bleue du Kentucky. Et croyez-moi, ce n'est ni du maquillage ni de la peinture. Paul Harrison a une peau d'un bleu violacé profond, à la dynastie des Habsbourg, marquée par des déformations dues à la consanguinité. L'histoire révèle les conséquences troublantes de l'isolement génétique. Fait surprenant, la consanguinité touche toutes les classes sociales, des pharaons de l'Égypte ancienne aux communautés les plus pauvres. Voici 12 des personnes les plus consanguines de l'histoire. Numéro 12, Charles et la mâchoire des Habsbourg. Quand on pense aux lignées royales, on imagine richesse, beauté et pouvoir. Mais pour un roi, le sang royal signifiait tragédie, déformation et souffrance. Voici Charles II d'Espagne, le roi le plus consanguin de l'histoire. Né en 1661, Charles n'avait aucune chance. Sa famille, les Habsbourg, pratiquait des mariages entre proches parents depuis des générations. Ils croyaient que mélanger leur lignée avec des étrangers affaiblirait leur pouvoir. Ainsi, ils gardèrent tout en famille. Quand Charles vint au monde, les dégâts étaient déjà faits. Sa mère était sa tante et son père, son oncle. Oui, Charles était le fruit d'un mariage entre nièce et oncle. L'obsession des Habsbourg pour préserver leur lignée eut des conséquences terrifiantes pour Charles. Dès sa naissance, sa vie fut marquée par des difficultés physiques et mentales inimaginables. Il hérita de la célèbre mâchoire des Habsbourg, une mâchoire proéminente qui l'empêchait presque de mâcher ou de parler correctement. Et ce n'était que le début. Charles souffrait aussi de retard de développement, d'épilepsie, et commença à perdre ses cheveux dès la trentaine, bien plus tôt que la plupart des hommes. Mais le pire restait à venir. Après sa mort, à seulement 38 ans, l'autopsie révéla des découvertes choquantes. Son cœur était de la taille d'un grain de poivre et ses organes internes gravement endommagés. Plus étrange encore, il n'avait qu'un seul testicule, noirci par la maladie. Bien que certains détails puissent sembler exagérés, il est évident que Charles avait hérité d'un patrimoine génétique catastrophique. Son histoire devient encore plus triste lorsqu'on sait qu'il ne put jamais produire d'héritier. Marié 2 fois, il n'eut jamais d'enfant. Les historiens et médecins avancent plusieurs causes: maladies génétiques rénales, troubles endocriniens et autres problèmes de santé. Mais quelle qu'en soit la cause, la conséquence fut la même: la fin brutale de la dynastie des Habsbourg en Espagne. L'incapacité de Charles à perpétuer la lignée royale scella le destin de l'une des familles les plus puissantes d'Europe. Sa vie tragique reste un rappel saisissant des dangers de l'entrelacement du pouvoir et de la génétique. Sa mort ne marqua pas seulement la perte d'un roi, mais celle d'une dynastie. Numéro 11, Toutankhamon, le pharaon maudit par la consanguinité. Le jeune pharaon égyptien Toutankhamon reste l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire. Mais sa vie fut marquée par de graves problèmes de santé, probablement liés à la consanguinité au sein de sa famille royale. Des études récentes ont révélé des détails bouleversants sur son état de santé, dressant le portrait d'un jeune roi dont le corps fut ravagé par des troubles génétiques. L'affection la plus marquante de Toutankhamon était son pied-botte, qui rendait la marche impossible sans l'aide de cannes. 130 cannes, pour être précis. Mais ce n'était que le début. Les scanners CT de sa momie ont révélé qu'il souffrait également de scoliose, d'un palais fendu et d'un cas actif de malaria, probablement à l'origine de sa mort prématurée, à seulement 19 ans. Pour aggraver les choses, son pied gauche était également en train de se détériorer à cause d'une maladie dégénérative qui affaiblissait ses os, rendant sa mobilité encore plus difficile. Quelles furent les causes de ces graves problèmes de santé? Les experts pensent que la consanguinité, courante parmi les familles royales de l'Égypte ancienne, a joué un rôle majeur. Son père, le pharaon Akhenaton, avait épousé sa propre sœur. De plus, Toutankhamon avait lui-même épousé l'une de ses sœurs, ou peut-être sa demi-sœur. Ces unions familiales étroites ont probablement transmis des mutations génétiques nocives, entraînant les nombreux problèmes de santé de Toutankhamon. Bien que certaines théories aient suggéré que le jeune pharaon soit mort dans un accident de char, des recherches plus récentes indiquent que son état de santé affaibli par la consanguinité
et la malaria auraient joué un rôle crucial dans sa disparition prématurée. Numéro 2. Les Ptolémées au ventre proéminent. Si vous trouvez que les réunions de famille pendant les fêtes sont compliquées, essayez de démêler l'arbre généalogique des Ptolémées. Pendant près de 300 ans, cette famille royale a pratiqué des mariages consanguins. Frères, cousins, nièces, oncles, tout y passait. Oui, Cléopâtre VIIe, la légendaire reine d'Égypte, est elle-même issue de cette pratique. Connue pour sa beauté et son talent politique, Cléopâtre n'était pas seulement liée à Jules César et Marc-Antoine, mais aussi profondément enracinée dans sa propre famille. Peut-être trop profondément. Son père, Ptolémée XIIe, était probablement marié à sa sœur, Cléopâtre Ve. Cela signifie que Cléopâtre elle-même pourrait avoir des origines incestueuses, bien que l'identité exacte de sa mère soit encore débattue. Ce qui est certain, c'est que l'inceste était une tradition familiale. Mais pourquoi? Par soif de pouvoir. Les Ptolémées craignaient de perdre le contrôle de l'Égypte. En se mariant entre eux, ils préservaient la pureté de leur lignée macédonienne et empêchèrent des étrangers de revendiquer le trône. Cependant, cette stratégie avait son revers. Les mariages consanguins augmentent considérablement le risque de malformation génétique. Les Ptolémées n'y échappèrent pas. Ptolémée VIII, surnommé ventre proéminent par les Alexandrins, en était un exemple frappant. Ces portraits montrent un homme au ventre grotesquement gonflé, probablement en raison de troubles génétiques liés à la consanguinité. D'autres, ouvrant la voie à de potentielles avancées médicales. Numéro 9. La famille Colt, prisonnière de l'isolement. Imaginez une famille si isolée que personne n'a soupçonné son existence pendant des générations. Voici l'histoire bouleversante de la famille Colt, dont la vie recluse en Australie rurale a été révélée en 2012. Ce que les autorités ont découvert témoigne des effets dévastateurs de la consanguinité, de la négligence et de l'isolement. L'histoire commence dans les années 1960. Timothy et June Colt, deux proches parents, quittèrent la Nouvelle-Zélande pour s'installer en Australie. June était la fille d'un frère et d'une sœur. Après avoir épousé Timothy, ils s'installèrent dans une région reculée. Ils eurent 7 enfants. Ce ne fut que le début d'un schéma destructeur, reproduit sur plusieurs générations. Au fil des ans, la famille vécut dans l'isolement, se déplaçant dans les régions rurales de l'Australie pour échapper à la détection. Pendant des décennies, leur mode de vie resta inconnu du monde extérieur. En 2012, les autorités firent une descente sur la propriété familiale des Colt à Barroa, en Nouvelle-Galles du Sud. Les conditions étaient effroyables. La maison était insalubre, des seaux de déchets jonchèrent le sol. Plus de 20 chiens erraient autour de la propriété. Mais la révélation la plus choquante vint des tests ADN. Les enfants étaient issus de relations incestueuses entre frères et sœurs, voire entre parents et enfants. Cette consanguinité entraîna de graves conséquences génétiques, déficience mentale, handicap physique et retard de développement. Beaucoup d'enfants étaient sous-alimentés, incapables de parler correctement et n'avaient jamais appris les bases de l'hygiène. Ils ne savaient pas se brosser les dents, utiliser du papier toilette, ni prendre soin d'eux-mêmes. Certains souffraient de handicap physique, d'autres de troubles de l'apprentissage et du langage. Des années de négligence avaient laissé des séquelles profondes sur leur santé et leur développement. Tim Colt, le patriarche, était au cœur de ce cycle d'abus et de négligence. Ses relations avec ses propres enfants avaient créé un environnement toxique. En grandissant, ses enfants reproduisirent le même schéma, perpétuant un cycle d'isolement et de dysfonctionnement. Lorsque les autorités retirèrent la famille de cet enfer, l'étendue des dégâts était effrayante. Beaucoup des enfants avaient grandi dans ces conditions extrêmes, et les effets de l'isolement et de la négligence étaient irréversibles. Numéro 8. Les Fugates bleus. Saviez-vous qu'il existe une famille dans le Kentucky connue depuis des générations pour sa peau bleue? Oui, de la peau bleue. Ce n'est ni un conte de fées, ni un montage Photoshop. Nous parlons des Fugates bleus, et leur histoire est aussi incroyable qu'elle en a l'air. Voici comment tout a commencé. Au début des années 1800, un homme nommé Martin Fugat a quitté la France pour s'installer dans les collines du Kentucky. Il s'est marié avec une femme nommée Elizabeth Smith, et ensemble, ils ont eu 7 enfants. Rien d'inhabituel jusque-là, n'est-ce pas?
Mais 4 de ces enfants sont nés avec quelque chose de très particulier. Ils avaient la peau bleue. Vous vous demandez sûrement, comment cela est-il possible? Eh bien, tout s'explique par une maladie sanguine rare appelée méthémoglobinémie. Pour faire simple, leur sang ne pouvait pas transporter correctement l'oxygène. Au lieu de donner à leur peau une teinte rosée, cela lui donnait une couleur bleuâtre. Mais ce n'était pas tout. Cette condition provoquait également d'autres symptômes, comme la fatigue, des crises d'épilepsie et des retards de développement. Cependant, ce qui frappait le plus, c'était leur peau bleue. Et voici où les choses deviennent un peu compliquées. Les Fuguettes vivaient dans une région très isolée du Kentucky, où il y avait peu de déplacements et donc peu d'options pour se marier. Avec le temps, des mariages consanguins se sont produits. Oui, le propre fils de Martin et Élisabeth a épousé sa tante. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'était pas si inhabituel à l'époque, faute de partenaires disponibles. Ce type de mariage a permis aux gènes responsables de la peau bleue de se transmettre à travers les générations. Au fil du temps, les Fugats sont devenus si célèbres pour leur particularité qu'ils ont été surnommés les Fugats bleus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec l'amélioration des transports et des rencontres avec des conjoints extérieurs à la famille, les cas de peau bleue ont commencé à diminuer. Et voici la partie incroyable. Aujourd'hui, si un membre de la famille présente cette coloration bleue, les médecins peuvent vous la traiter. Une simple pilule de bleu de méthylène permet de rétablir la couleur rouge normale des globules et de faire disparaître la teinte bleue en quelques minutes. Imaginez pouvoir changer la couleur de votre peau comme ça. C'est fou, non? Numéro 7. Les Néandertaliens disparus. Bien que les derniers Néandertaliens aient disparu il y a environ 40 000 ans, la génétique nous a permis d'en apprendre beaucoup sur ses ancêtres proches de l'homme moderne. Prenons l'exemple d'une femme néandertalienne qui vivait dans les montagnes de l'Altaï, en Sibérie. Selon une étude publiée en 2013 dans la revue Nature, des scientifiques ont analysé l'ADN provenant d'un os de son orteil datant de 50 000 ans. Les résultats ont révélé que ses parents étaient probablement des demi-frères et sœurs. Son ADN montre également plusieurs autres cas de consanguinité dans sa lignée familiale. Cela suggère que les Néandertaliens, tout comme les Denisoviens, une autre branche proche de l'homme, ainsi que les humains modernes, se croisaient déjà à cette époque. Ce mélange aurait permis d'apporter une plus grande diversité génétique, essentielle pour la survie. Mais pourquoi les Néandertaliens étaient-ils si consanguins? Ce n'est pas comme s'ils formaient de grandes dynasties à travers l'Europe et l'Asie pendant l'âge de glace. Les données disponibles montrent que les Néandertaliens vivaient en petits groupes relativement isolés. Et c'est probablement là que résidait le problème. Avec si peu de partenaires potentiels autour d'eux, ils se retrouvaient souvent à former des couples entre cousins, voire des parents plus proches. Une étude de 2019 publiée dans PLOS ONE indique que cette consanguinité répétée a pu entraîner une baisse de la fertilité au fil des générations. Cela aurait conduit à une diminution de la population néandertalienne. En outre, la consanguinité les rendait plus vulnérables aux maladies génétiques et moins résistants aux pressions environnementales. À l'inverse, les humains modernes, plus diversifiés génétiquement, ont fini par occuper leur territoire. Numéro 6. Le clan Kingston. Certains patriarches du clan Kingston croient que le pouvoir doit être préservé à tout prix. Charles Eldon Kingston a formé en 1935 ce groupe basé à Salt Lake City, également connu sous le nom de The Order, Davis County Cooperative Society et Latter-day Church of Christ. Depuis sa création, le groupe aurait isolé ses membres par une combinaison puissante et parfois violente de racisme, de discours apocalyptiques, d'une hiérarchie patriarcale rigide et de rhétorique anti-gouvernementale. Liés aux premières communautés mormones, les membres actuels du clan Kingston pratiquent la polygamie. Le frère d'Eldon, Ortel, aurait encouragé l'inceste pour maintenir la pureté apparente de la famille, ayant lui-même eu des enfants avec 2 demi-sœurs et 2 nièces. Ses descendants ont perpétué cette tradition en épousant des demi-frères, des cousins et des nièces, dont beaucoup étaient adolescentes. Bien que la loi de l'État de l'Utah ne considère plus la polygamie entre adultes consentants comme un problème, les mariages forcés et les mariages de mineurs restent des infractions pénales. En 2023, des membres de l'organisation Kingston, dont les porte-paroles ont vigoureusement contesté les accusations, ont été condamnés pour fraude fiscale. Le clan Kingston, polygame et suprémaciste blanc,
Mélange inceste et pratiques commerciales traditionnelles. Les membres du groupe restent notoirement silencieux sur leurs affaires familiales, allant jusqu'à ne pas inscrire les pères sur les certificats de naissance pour rendre plus difficile la traçabilité des liens familiaux. En raison du secret qui entoure le groupe, il est impossible d'évaluer précisément les impacts de la consanguinité, bien que certaines naissances auraient entraîné des problèmes de vision, des microcéphalies et du nanisme, entre autres malformations. Numéro 5. Ferdinand à la grande tête. Et si nous vous disions que l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire européenne était condamné dès sa naissance en raison de sa propre lignée familiale? Ferdinand Ier d'Autriche n'était pas seulement un souverain, il était aussi le produit d'une consanguinité extrême qui lui a laissé des séquelles physiques et mentales choquantes. Né en 1793, Ferdinand était issu de parents doublement cousins germains. Tous ses grands-parents étaient l'un les mêmes. Cet enchevêtrement généalogique explique probablement les graves problèmes de santé qu'il a connus tout au long de sa vie. Ferdinand n'était pas un empereur ordinaire. Il avait littéralement une tête énorme, due à une hydrocéphalie, une maladie où du liquide s'accumule autour du cerveau. En conséquence, il souffrait de troubles de la parole, de crises fréquentes et de retard de développement. Ces problèmes de santé étaient si évidents que quiconque le voyait pouvait immédiatement comprendre qu'il était malade. Le jour de son mariage, en 1831, avec Marie-Anne de Savoie, qui était elle-même une cousine éloignée, Ferdinand eut une crise devant son épouse, un véritable désastre royal. Malgré ces épreuves, Ferdinand parvint à gouverner, mais il n'eut jamais d'enfant avec sa femme, ses problèmes génétiques rendant la procréation impossible. Cependant, Ferdinand n'était pas un tyran. Connu pour sa nature douce, il était relativement apprécié en tant qu'empereur. Mais en 1848, face au bouleversement politique de l'Empire autrichien, il abdiqua en faveur de son neveu. Malgré ses souffrances, Ferdinand vécut jusqu'à l'âge remarquable de 82 ans, s'éteignant en 1875. Son histoire illustre le coût dévastateur des unions consanguines au nom de la préservation du pouvoir. Numéro 4. La maladie royale de la famille Romanov. Imaginez une lignée royale si complexe qu'elle s'étendait à travers l'Europe, reliant rois, reines et empereurs dans un réseau de liens familiaux qui allait façonner le cours de l'histoire. Mais au cœur de cette toile royale se cachait un sombre secret, une faille génétique qui allait précipiter la chute des empires et changer à jamais le monde. La reine Victoria d'Angleterre, dont l'influence s'étendait à travers le globe, fit un choix qu'elle croyait porteur de paix. Elle arrangea les mariages de ses 9 enfants avec des membres des familles royales européennes, espérant que ces alliances renforceraient l'unité du continent. Mais ses bonnes intentions aboutirent à une catastrophe imprévue. En plus de transmettre sa couronne, la reine Victoria légua à ses descendants une maladie génétique mortelle, l'hémophilie B. Cette affection rare empêchait le sang de coaguler correctement, rendant la moindre blessure potentiellement fatale. Les mariages consanguins entre familles royales propagèrent involontairement cette maladie royale à travers l'Europe. Cette tragédie trouva son point culminant au sein de la famille Romanov en Russie. Le tsar Nicolas II épousa Alexandra Féodorovna, petite-fille de la reine Victoria, introduisant ainsi le gène de l'hémophilie dans la lignée impériale russe. Leur fils, le tsarévitch Alexis, hérita de la maladie. Plutôt que de révéler cette vérité, la famille royale cacha l'état de santé d'Alexis au public. Alors que la santé de l'héritier se détériorait, la tsarine Alexandra se tourna vers un mystérieux guérisseur, Raspoutine, qui prétendait pouvoir soulager les souffrances d'Alexis. L'influence grandissante de Raspoutine et l'opacité de la famille impériale alimentèrent la méfiance populaire et le mécontentement envers la monarchie. Cette crise de confiance, combinée aux troubles politiques et sociaux, précipita la révolution. En 1918, les Romanov furent brutalement exécutés. Bien que l'hémophilie ne fût pas la cause directe de la révolution, elle joua un rôle dans la désintégration de l'Empire russe. Les mariages interfamiliaux arrangés par la reine Victoria, censés apporter la paix, semèrent au contraire les graines de la destruction. La propagation de l'hémophilie dans les lignées royales fut une tragédie biologique, mais conjuguée à l'instabilité politique et à la perte de confiance du peuple,
Elle contribua à la chute d'une des plus grandes dynasties du monde. Numéro 3. Le roi fou d'Angleterre. Vous avez sûrement entendu parler de George III, le roi fou d'Angleterre. Mais vous êtes-vous déjà demandé si sa folie n'était pas autre chose qu'une simple maladie mentale? Et si elle était le symptôme d'une rare maladie héréditaire qui hantait la famille royale depuis des générations? George III fut célèbre pour ses troubles mentaux, accès de colère, paranoïa, confusion, autant de signes que les historiens ont longtemps interprétés comme une maladie psychiatrique. Mais dans les années 1960, une nouvelle théorie bouleversa cette idée reçue. Et si la folie de George III était due à une maladie génétique? Cette maladie, appelée porphyrie, perturbe la production de l'hème, un composant essentiel du sang. En l'absence d'hème, des substances toxiques s'accumulent, provoquant des symptômes douloureux et troublants. Urine rouge-brun, douleurs abdominales intenses, douleurs thoraciques, ainsi que des troubles mentaux comme la confusion, l'anxiété, les hallucinations et la paranoïa. On croirait presque une histoire d'horreur, n'est-ce pas? En 1966, les chercheurs Ida McAlpin et Richard Hunter avancèrent la théorie que George III souffrait de porphyrie, plus précisément d'une forme appelée porphyrie variegata. Cette hypothèse, aujourd'hui largement acceptée, révèle que les symptômes du roi correspondaient parfaitement à ceux de cette maladie rare. Mais l'histoire ne s'arrête pas à George III. Sa famille avait connu d'autres cas similaires. Sa bisaïeule, Marie, reine d'Écosse, souffrait elle aussi de crises de douleur aiguës et de troubles mentaux. Son fils, Jacques Ier d'Angleterre, était célèbre pour avoir une urine décrite comme pourpre, semblable au vin d'Alicante, un symptôme typique de la porphyrie. Cette maladie semblait se transmettre de génération en génération. Des tests génétiques réalisés en 1966 révélèrent que des descendants de George III, comme la princesse Charlotte de Prusse et sa fille, la princesse Théodora, étaient également atteintes de porphyrie. Tragiquement, Théodora mit fin à ses jours en 1945. 2 décennies plus tard, en 1968, le prince William de Gloucester fut lui aussi diagnostiqué. Alors, George III était-il réellement fou? Ou était-il simplement victime d'une maladie héréditaire qui hantait sa famille depuis des siècles? La réalité, plus tragique et complexe qu'un simple diagnostic de folie, nous rappelle combien les mots invisibles peuvent marquer l'histoire. Numéro 10. Les familles de Short Creek. Dans une ville reculée à la frontière entre l'Utah et l'Arizona, une tragédie cachée s'est déroulée. Short Creek, un lieu où la polygamie était un mode de vie, est devenu un foyer de troubles génétiques dévastateurs. Comment cela est-il arrivé? Tout a commencé par un dangereux mélange de consanguinité. Au milieu des années 1800, le leader mormon Brigham Young encourageait la polygamie. Fuyant les persécutions, ses fidèles se sont installés à Short Creek dans les années 1930. Les hommes prenaient plusieurs épouses, épousant souvent des cousines. Avec une communauté petite et isolée, la diversité génétique s'est réduite et les dégâts ont commencé. Au début des années 1990, le neurologue pédiatrique Theodore Tarby fit une découverte alarmante. Un jeune garçon lui fut présenté. Il avait des traits faciaux étranges et de graves retards de développement. Les médecins ne comprenaient pas la cause. Mais lorsqu'il testa l'urine de l'enfant, le diagnostic fut terrifiant. Une carence en fumarase, une maladie génétique rare et mortelle. Et ce n'était pas un cas isolé. Bientôt, d'autres enfants de Short Creek montrèrent les mêmes symptômes. 8 autres enfants souffraient de la même maladie dévastatrice. La carence en fumarase attaque le cerveau. Elle provoque des crises, de graves handicaps physiques et des retards de développement. Les enfants ne peuvent ni marcher, ni parler, ni même s'asseoir. Certains ne peuvent même pas ramper. Ils nécessitent des soins constants, des sondes alimentaires et une assistance permanente. Comment cette maladie a-t-elle commencé? Elle résulte de l'héritage de 2 gènes défectueux, un de chaque parent. Et à Short Creek, les parents étaient souvent apparentés, parfois même cousins. Le résultat fut un cauchemar génétique. Plus la communauté se mariait entre elles, plus ces maladies se répandaient. Mais la carence en fumarase n'était pas la seule maladie. Les médecins découvrirent d'autres troubles génétiques, déficiences cognitives, handicaps physiques, crises d'épilepsie, tous liés à des décennies de consanguinité.
Le pool génétique de Short Creek était devenu dangereusement limité. Aujourd'hui, 75% des 7000 habitants de la ville descendent de seulement deux familles, les Jessop et les Barlow. En conséquence, les troubles génétiques sont en forte hausse. Pourtant, cette tragédie a une étrange conséquence. Short Creek est devenue une mine d'or pour la recherche génétique. Les scientifiques y découvrent de nouveaux gènes responsables de maladies. Membres de la dynastie présentèrent des signes de déficience intellectuelle et physique. Certains dirigeants étaient même sujets à des comportements violents, et les frères et sœurs de Cléopâtre moururent dans des circonstances suspectes. Était-ce l'héritage tragique de siècles de mariages incestueux? Les Ptolémées ne se limitèrent pas au mariage entre frères et sœurs. Avec le temps, les unions devinrent encore plus tordues. Ptolémée IX épousa successivement deux sœurs. Quant à Ptolémée VIII, il épousa sa propre nièce, avant de tuer son propre fils et d'envoyer le corps démembré à son épouse comme cadeau d'anniversaire. Voilà à quoi ressemblait cette famille. Malgré les risques extrêmes, l'inceste servit leur objectif. Les Ptolémées gardèrent le pouvoir pendant près de 3 siècles. Mais à quel prix? Désordre génétique, comportements violents et une dynastie rongée par les trahisons. Numéro 1. Les Whittakers grognants. Que se passe-t-il lorsqu'une consanguinité incontrôlée dure sur plusieurs générations? L'histoire de la famille Whittaker, originaire de Virginie occidentale, donne une réponse troublante. Considérée comme la famille la plus consanguine des États-Unis, les Whittaker vivent une tragédie marquée par des troubles génétiques, une communication étrange et un cycle d'isolement remontant à deux frères jumeaux identiques. Tout commença avec Henry et John Whittaker, deux frères jumeaux dont les choix allaient marquer l'avenir de leur lignée. Leurs enfants, au lieu d'épouser des partenaires extérieurs, se marièrent entre eux. Ce cycle se répéta, provoquant de graves problèmes physiques et mentaux. John Whittaker eut 9 enfants avec sa cousine germaine, Ada, tandis qu'Henry eut 7 enfants avec sa femme Sally. Mais l'histoire tourna au cauchemar lorsque John et Mary Whittaker, fils de John, épousa sa cousine germaine, Gracie Irene Whittaker. Ensemble, ils eurent 15 enfants. Cette consanguinité répétée au fil des générations entraîna de graves malformations génétiques encore visibles aujourd'hui. Aujourd'hui, de nombreux membres des Whittaker ont perdu la capacité de parler normalement. Certains ne communiquent que par des grognements ou des aboiements. Ils peinent à se souvenir de leurs parents et parfois même à reconnaître leurs propres frères et sœurs. C'est une réalité bouleversante. Pire encore, ils ne comprirent que très récemment que la consanguinité était la cause de leur souffrance. Pour eux, ces mariages intrafamiliaux faisaient simplement partie de leur histoire et les conséquences furent désastreuses. Betty Whittaker, née en 1952, est aujourd'hui la chef de famille. Elle avait promis à sa mère de rester célibataire pour s'occuper de ses frères et sœurs. Avec son frère Ray et sa sœur Lorraine, elle vit dans une petite maison délabrée à Odd, en Virginie occidentale. Bien que leurs moyens de communication soient limités, ils se comprennent malgré tout. Le photographe Mark Laita documenta leur vie pour la première fois en 2004. Ce qu'il découvrit était choquant. Il décrivit leur quotidien comme une scène sortie d'un film d'horreur. Des personnes errant avec des regards perdus et des comportements étranges, aboyant parfois sur les passants. Mais Mark ne s'arrêta pas là. Il se donna pour mission de raconter leur histoire et de leur venir en aide. Grâce aux dons recueillis, la famille put rénover leur maison, acheter un camion et améliorer leurs conditions de vie. L'histoire des Whittakers est tragique, mais elle met en lumière les dangers de la consanguinité et la dure réalité de la pauvreté. Leur vie peut sembler irréelle, mais elle est bien réelle. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.